Salut tout le monde, c'est Skyriz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'horreur. Car c'est Halloween et vous savez ce que ça signifie. Donc je vais vous présenter 3 histoires d'horreur. Je vais les préciser une par une. Et puis je vous laisse sur ça. Je vous dis bonne vidéo. Installez-vous confortablement. Et bon visionnage. En 2016, un petit groupe de 4 amis décida de se rendre au Japon pour un voyage qu'ils attendaient depuis des années. Ils avaient tout entendu parler d'Aokigahara, la célèbre forêt aux abords du mont Fuji. Malgré son histoire sombre et sa réputation terrifiante, ils voulaient explorer par curiosité, mais aussi pour prouver que c'était des légendes. Parmi eux, Sophie, la plus rationnelle, ne croyait plus aux esprits. Elle ne croyait pas aux phénomènes paranormaux. C'était elle qui avait convaincu les autres que cette forêt n'était rien d'autre qu'un lieu triste et chargé d'émotions. Le jour de l'excursion, le ciel était gris et l'air chargé d'humidité. En arrivant au bord de la forêt, un silence inhabituel les enveloppa immédiatement. Même les oiseaux semblaient éviter ce lieu. Les panneaux installés à l'entrée incitaient à la prudence. Certains d'entre eux demandent à ceux qui y entraient de reconsidérer leur décision, en référence aux nombreux suicides ayant lieu dans la forêt. Mais les 4 amis avancèrent malgré tout. La végétation était dense, presque étouffante. Les arbres tordus et noueux semblaient fermer le chemin derrière eux. Très vite, ils réalisèrent que leur téléphone ne captait plus aucun signal. Mais ils s'étaient préparés avec des cartes et des lampes. Alors ils continuèrent. Après 1 heure de marche, les amis commencèrent à ressentir un malaise. L'air semblant plus lourd et un silence surnaturel régit. Si oppressant qu'il semblait alourdir leurs pas. Sophie, toujours sceptique, essayait de rassurer tout le monde. Elle-même sentait quelque chose de bizarre. C'était comme si, à chaque détour, quelqu'un les surveillait. Soudain, Léo, leur ami, s'arrêta brusquement. « Vous avez entendu ça ?» murmura-t-il, le regard sur les arbres. Personne n'avait rien entendu, mais le visage de Léo était blême. « C'est rien, c'est juste le vent, » répondit Sophie en forçant un sourire, bien qu'elle n'en soit plus si sûre. Ils continuèrent à avancer, mais Léo semblait de plus en plus nerveux. Après chaque minute, il s'arrêta à nouveau. Et cette fois-ci, il se mit à scruter le sol, puis à fixer le point le plus loin de la forêt. « Léo, ça va ?» demande Sophie inquiète. Il tourna la tête lentement vers elle et murmura « Il y a quelqu'un là-bas, je suis sûr de l'avoir vu. » Les autres se figèrent. Ils regardèrent dans la direction indiquée, mais ne virent rien. Seulement des arbres et des ombres partout, mais une sensation de malaise croisait en eux. « On devrait peut-être rentrer, » suggéra Anna, l'une des amies qui n'avait jamais été très à l'aise avec cette excursion. Sophie, bien que toujours sceptique, commençait à avoir des doutes. Ils décidèrent de faire demi-tour, mais alors qu'ils rebroussaient chemin, Léo s'arrêta net, figé de terreur. « Pourquoi vous êtes partis sans moi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « De quoi tu parles ? On était tous ensemble, » répondit Mathieu, visiblement troublé. Léo secoua la tête, ses yeux écarquillés. « Non, vous m'avez laissé derrière. Je vous ai vu partir, je vous ai suivi, mais vous avez disparu. » À ce moment-là, un murmure faible mais distinct parvint à leurs oreilles. Un murmure si lointain mais clair. « Léo !» Tous le regardèrent, terrifiés. Le murmure se répéta plus d'une fois, de plus en plus fort. « Léo, Léo, Léo. » Sans prévenir, Léo se mit à courir dans la forêt. Les autres crièrent son nom et tentèrent de le rattraper. Mais il disparaissait rapidement dans l'épaisse végétation. Après plusieurs minutes de recherche frénétique, ils le retrouvèrent, assis sur une pierre,
complètement immobile. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant quelque chose devant lui, mais il ne semblait pas les voir. Sophie s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « Léo, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne répondit pas. Ses lèvres bougèrent à peine, mais un chuchotement glaçant sortit de sa bouche. « Elle m'a trouvé. » Sophie et les autres reculèrent terrifiés. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils décidèrent de le ramener de force, mais au moment où ils le touchèrent, il se leva brusquement, le visage figé dans une expression de terreur indescriptible. Et il courut encore plus profondément dans la forêt. Ils ne le revirent plus jamais. Les autorités japonaises furent contactées. Une recherche fut lancée, mais Léo ne fut jamais retrouvé. La police habituée aux disparitions dans cette forêt classa l'affaire comme un suicide probable. Mais Sophie et ses amis savaient que quelque chose de plus sinistre s'est passé ce jour-là. Des mois après l'incident, Sophie se réveillait encore la nuit en sursaut. Les mots de Léo résonnant dans sa tête. Elle m'a trouvé. Elle entendait des bruits lointains venant de l'obscurité. Et voilà, c'est la fin de cette première histoire. Elle a été inspirée par les légendes qui entourent Aokigahara, une forêt qui est bien réelle où des phénomènes mystérieux se produisent chaque année et des événements tragiques, voire mortels, s'y passent. Alors ce coup-ci, c'est une personne qui l'a raconté. On ne connaît ni son nom, ni son âge, mais elle a voulu le raconter précisément car elle a vécu quelque chose d'incroyable. J'étais avec 4 amis. Nous décidions de visiter un hôpital abandonné. Il devait être dans les alentours de 3 heures du matin, et comme à notre habitude, nous visitions toutes les zones tranquilles avant d'entrer dans le glauque, ici représenté par la morgue. Car qui dit hôpital, dit morgue. Avec mes amis donc, nous promenions dans cet hôpital. Lugubre et dénué de toute vie. Vient enfin le moment que j'attends avec impatience. Depuis 1 heure que nous avions commencé notre visite, la découverte de la fameuse morgue. Un de mes amis, moins téméraire que moi, choisit de rester à l'étage supérieur, accompagné par un autre de mes camarades, pour nous prévenir si jamais la police ou la sécurité qui rôdait dans les parages. Nous sommes donc 3 à descendre, et le silence fut tellement pesant que l'un de mes amis, encore présent devant l'entrée de la morgue, fait la moue et me confie qu'il ne le sent pas. Il a un mauvais pressentiment. Têtu comme je suis, je rigole et je lui dis que tout va bien, qu'il ne peut rien arriver de mauvais au vu de l'abandon de l'hôpital et que celui-ci fut donc vidé. Pour autant, mon ami refuse d'entrer et il reste devant la porte de l'entrée de la première morgue. Nous sommes donc 2 idiots à s'enfoncer plus profondément dans ce que je peux qualifier d'antre des enfers. À peine la porte fut ouverte qu'une odeur métallique envahit nos narines à mon camarade et moi. Nous décidons d'un commun accord de continuer d'avancer. C'était presque normal qu'une morgue a cette odeur ancrée en son sein au vu de ce qu'il s'y est passé. Je ne sais pas si vous connaissez la disposition d'une morgue, mais dans celle où nous trouvions, il y avait 2 salles, dont les murs étaient parsemés de cellules mortuaires réfrigérées, ainsi que des tables de travail encore couvertes de tissus qui devaient sûrement servir durant les opérations de recherche. Étant donné que nous sommes dans le feu de l'action, nous nous motivions à ouvrir chacune des cellules dans l'espoir de se faire peur. Chacune de ces cellules était fermée, ce qui était effrayant, car qui penserait à fermer toutes les portes avant le départ? Nous rationalisons en se disant que le départ ne fut pas précipité, que l'hôpital avait le temps de se vider, mais que pour les détails de tissus et d'odeurs, les médecins et les déménageurs n'avaient pas l'envie d'arranger les choses, puisque le bâtiment était prévu à la destruction dans les semaines qui suivaient.
Nous finissions de fouiller la première salle et par curiosité et par envie de frisson, je m'aventure seul dans la seconde pièce sans attendre mon ami. Lui-même qui arrive 2 minutes après moi et me retrouve intrigué et un peu effrayé face à l'odeur nauséabonde qui avait amplifié toutes les 2 entrées. Nous constations une porte entr'ouverte. Cependant, la porte ne s'ouvrant de la gauche vers la droite, nous ne pouvions distinguer ce qui était cette cellule mortuaire. Avec mon ami, nous discutions de ce que vous voulez faire. Il me dit qu'il souhaite garder pour la fin la cellule qui est ouverte et que nous devions avant tout fouiller chacune des autres portes. J'acquiesce naïvement de la même façon que dans la première salle. Il n'y avait rien. De la même façon que dans la première salle, il n'avait rien. Dans la seconde, toutes les portes étaient vides et n'avaient aucun intérêt. La patience nous guettait alors concernant ces dernières portes. Ainsi que la peur, je m'accrochais donc de l'ouverture, et avant même de toucher la porte, l'odeur métallique que nous avions ressentie nous frappa de plein fouet. J'eus cru que mon estomac se retournait dans mes entrailles et l'envie de vomi me gagna rapidement. Pour autant, la curiosité prit le dessus, et je regardais davantage la porte. Je la poussai délicatement, inconsciemment. Je ne voulais sûrement pas que les morts m'entendent. Et devant moi, je vis une bâche. Juste ça. Dans un déni sans pareil, je le touchai, en précisant que je portais des gants pour le froid, et mes gants absorbèrent un liquide que je n'osais pas qualifier de sang. Mon ami me rejoignit. Il me saisit la main et tira brusquement la bâche que je n'avais même pas osé lever d'1 centimètre. Mon corps se figea. Je me sentais plus respirer. Je ne me sentais plus tenir debout. Il n'y avait plus que moi et elle, cette dame qui me fixait avec son regard dénué de vie, cette femme qui semblait souffrir alors que ses organes avaient déserté son corps. Je la fixais comme elle me fixait, avec imploration. Mon ami, qui n'était pas aussi près que moi, me tira de la paralysie, en me criant de partir d'ici, de cette pièce maudite. Je ne me rappelle même pas être sorti de cette morgue. Pourtant, je me rappelle avoir entendu son cri. Un cri effroyable, suivi du silence de cet hôpital désert. Pourtant, 10 minutes plus tard, qui me parurent être des heures, la police arriva. Et je fus suspecté directement au vu du sang sur mes gants. La caméra embarquée que mon ami avait a suffi à m'innocenter. Plus tard, je fus convoqué par la police et les médecins légistes. Et celui-ci m'informa que cette femme n'était morte qu'à 1h du matin, ce soir-là. Encore aujourd'hui, je la vois dans mes cauchemars. J'endure son supplice encore et encore. Cette histoire est véridique. L'affaire n'a pas été publiée aux informations. Et c'est la fin de la deuxième histoire. Sur ce, n'oubliez pas, vu que j'en suis là, à vous abonner et à liker si ça vous plaît pour de prochaines vidéos dans ce style-là. En attendant, on passe